Bonjour et bienvenue dans les actualités de l'automobile de ce mois d'octobre. On a eu un mois très riche. Tout d'abord, je vais vous emmener vers les dernières voitures dévoilées durant ce mois avec deux nouvelles hypercars, mais aussi le mondial de Paris qui nous a réservé de belles surprises. Ensuite, on va parler du MotoGP avec la poursuite de la tournée asiatique. Le duel Martin-Bagnaia se poursuit. En endurance, on a eu la finale des européennes Le Mans Series avec un dénouement bien pour le moins très spécial. En rallye, on a été servi avec le rallycross français qui a accueilli deux manches durant ce mois et on a eu le rallye d'Europe centrale en WRC. Pour finir cet épisode, on va parler de la Formule 1 avec le groupe Renault qui quitte la discipline alors que Toyota la rejoint. On va aborder également la tournée américaine. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, on va se faire le programme du mois prochain. Si vous avez un minimum suivi l'actualité de l'automobile ces derniers temps, vous avez très probablement vu la toute nouvelle McLaren W1 sortie pour les 50 ans du premier titre en F1 de la marque. Un monstre sur route qui repousse les limites de l'automobile avec ses 1275 chevaux pour 1400 kg avec 440 Nm de couple. Elle fait le 0 à 100 en 2,7 secondes et les 200 en 5,8 secondes avec une vitesse de pointe à 350 km/h. Son système de freinage est très poussé et permet d'arrêter le véhicule en une trentaine de mètres si vous êtes sur la 4 voies. C'est une vraie voiture de compétition qui 13 années après le dernier modèle McLaren ne décevra pas ses fans. Si vous souhaiteriez l'acheter, il vous faudra débourser un total de 2,3 millions d'euros. Mais vous allez voir que cette McLaren n'est pas la seule hypercar à avoir vu le jour ce mois-ci. On en parle juste après. À l'opposé du prix de cette dernière, on retrouve le Dacia Bigster qui est donc le petit frère du Duster. Pour son prix, il sera à moins de 30 000 euros pour la version électrique et à moins de 25 000 pour la version thermique. C'est donc un SUV hybride de 4,5 mètres de long avec 667 litres pour le coffre, soit 150 litres de plus que son grand frère. Le véhicule fera 155 chevaux au total. Bien évidemment, qui dit SUV dit tout un tas de gadgets comme des glacières intégrées, un toit ouvrable, des sièges pliables, etc., etc. Je vais pas vous faire le tour. Si vous voulez découvrir ça par vous-même, je vous invite directement à faire vos propres recherches. Maintenant parlons France, parlons français. On va parler de nos marques françaises avec le Mondial de Paris qui a eu lieu pendant ce mois d'octobre. De très chers constructeurs baguettes nous ont régalé. À commencer par Renault qui nous dévoile une nouvelle version du Renault R4 qui 60 ans plus tard, son premier exemplaire, garde la même lignée. Le capot reste plat, la calandre verticale tout comme l'arrière, mais ce véhicule devient un SUV. La taille a augmenté avec 1,45 m de large et 4,1 m de long. Là où ça change pas mal et où on peut pas le louper, c'est l'avant du véhicule avec le losange et les phares en LED qui ont un design absolument unique. On a aussi la petite vitre à l'arrière et les protections des carrosseries en bas de portière et bien d'autres détails spécifiques au SUV qui donnent un charme particulier à cette toute nouvelle voiture. Bon, vous commencez à connaître, on aura deux versions pour cette voiture, l'une de 120 chevaux avec une autonomie de 300 km alors que l'autre pour 150 chevaux tiendra 400 km. Le prix de la voiture devrait se situer autour des 30 000 euros et devrait sortir en juin 2025. Chez Renault, on a une grosse nouveauté qui je trouve est vraiment passée inaperçue. Pour autant, j'avais très envie d'en parler, c'est la poursuite de la gamme Twingo qui ne baisse pas ses prix avec des nouveautés absolument incroyables. On passe à un 5 portes alors qu'on reste à peu près dans les mêmes dimensions qu'une Twingo classique avec bien évidemment un passage à l'électrique. On a beaucoup de nouveautés qui restent en discussion car le modèle sort en 2026, donc dans encore assez longtemps. Je ne préfère pas vous en dire trop, mais une chose est sûre, c'est que Renault a confirmé que le modèle devrait se situer en dessous des 20 000 euros. Pour rester dans la branche Renault, on va parler d'Alpine qui pour le Mondial de Paris fait le show avec leur tout premier SUV 100% électrique. Le A390 Beta a un look très futuriste avec ses phares, ses jantes éclairées et l'arrière du véhicule avec une pointe au niveau du feu arrière. Deux parties de la voiture vont être dépliables et rétractables afin de favoriser un meilleur aérodynamisme et donc une meilleure autonomie. Le côté futuriste est aussi très marqué à l'intérieur du véhicule, l'ouverture des portes fait rêver et l'intérieur tout en blanc fait penser à une bête de course. Et justement, c'est la volonté du patron d'Alpine, cette voiture est un véhicule du quotidien mais peut devenir une A110 à tout moment. Aucune information n'a été dévoilée sur les performances du véhicule car il sortira courant 2025, mais on sait certaines choses. Il va y avoir 3 moteurs, un à l'avant et 2 à l'arrière pour favoriser une meilleure gestion du couple. Le prix se situera autour des 80 000 euros et la puissance devrait se situer entre 300 et 500 chevaux. Et désolé dans l'histoire certains, mais ce véhicule n'est encore qu'un prototype. 85% de ce que l'on voit actuellement devrait être gardé, d'où le nom Beta. Donc les portes Est-ce qu'on va les garder? Très très bonne question. En tout cas, une chose est sûre, c'est que ça fait le show du côté d'Alpine. Mais là, marque française n'a pas dévoilé qu'un seul modèle au Mondial de Paris, la 110R
ultime et la toute nouvelle sportive de la marque. On a quelques changements sur le design par rapport à la 110R classique. Il y a un rajout d'ailettes de carbone à l'avant et à l'arrière, un changement sur les prises d'air du capot et on a l'ajout d'un aileron arrière. Des changements donc principalement pour l'aérodynamisme. Des changements sur l'aéro, c'est bien beau tout ça, mais ce qui intéresse les grands passionnés, c'est ce qu'il y a sous le capot. Et pour son prix s'élevant à 225 000 euros, on se retrouve avec seulement 325 chevaux. C'est pas grand chose par rapport à la version classique et on ne peut que être clairement déçu par ce modèle qui n'est pas du tout à la hauteur des attentes. Et pour avoir lu beaucoup d'avis, clairement ce modèle déçoit énormément. Alpine a quand même pris un sacré coup. Durant ce mois, déjà SUV, les gens commencent à en avoir un petit peu ras-le-bol. Des SUV, même si celui-là, je trouve quand même qu'il fait assez rêver en termes de performance, mais la 110R Ultime, il ne fallait pas mettre ça. Il ne fallait pas mettre ça du côté d'Alpine, malheureusement, et ça a clairement déçu tous les fans de la marque française. Toujours du côté de la France, mais cette fois-ci chez Peugeot qui poursuit son renouvellement, et c'est le i408 qui va passer à l'électrique, toujours avec un design en dents de lion pour les phares, l'arrière est courbé jusqu'au feu. Bref, c'est la toute nouvelle direction artistique de la gamme Peugeot à laquelle on commence à s'habituer. Ce qui change principalement, c'est sa toute nouvelle batterie qui permettra une autonomie de 453 km, soit un aller-retour Le Mans-Paris. Sa puissance varie entre 170 et 210 chevaux entre les différents modes, économie pour 170, normal 190 et sport 210 chevaux. Son prix sera à un peu moins de 44 000 euros. Mais si on compare ce véhicule avec d'autres modèles électriques récents, bah ça fait tâche. Le Tesla Model 3 casse les codes de l'électrique avec sa toute nouvelle version avec 700 km d'autonomie pour le même prix. Il devrait sortir courant 2025 avec un total de 288 chevaux. Et comparé à la Peugeot, d'un seul coup t'as beaucoup plus envie d'acheter une Tesla. Après, je vous rassure, on a quand même tous les coûts d'importation en Europe qui, font grimper énormément le prix de la Tesla. Pour finir, chez les constructeurs français, on va parler de Citroën et leur toute nouvelle version du C5 Aircross, un SUV électrique dévoilé avec des jantes très particulières et avec un long capot, une façade avant agressive et un arrière très ferme. Pour sa meilleure version, sa batterie pourra tenir 800 km, ce qui est très fort dans le marché de l'automobile. Pour le moment, nous n'avons pas reçu d'informations sur son prix, mais ça devrait tourner autour des 30 à 40 000 euros. C'est bien beau, on a beaucoup parlé de la France et maintenant on va parler un petit peu de ses rivaux. Bien évidemment, nous allons parler du pays des berliners. Et justement, BMW arrive avec leur toute nouvelle M5. Dévoilée à Dubaï par hélicoptère, cette voiture n'a rien d'innovant vu de l'extérieur. Ça reste une berline avec un design agressif comme on les aime, mais elle cache un moteur hybride rechargeable tiré d'un SUV. Ce moteur intégré apporte un supplément de 197 chevaux et 280 Nm de couple. Elle peut faire tourner la voiture à lui pendant 70 km, ce qui réduit l'impact écologique et fait échapper cette M5 au malus. Mais ça a un petit défaut, vous allez voir pourquoi. Sur le capot, on reste tout de même fidèle avec un V8 biturbo de 585 chevaux, ce qui fait combiner au moteur électrique une puissance d'à peu près 727 chevaux pour 1000 Nm de couple. La BMW fait le 0 à 100 en 3,5 secondes et pourra atteindre une vitesse de pointe de 305 km/h malgré un poids s'élevant à plus de 2,4 tonnes causé par ce moteur électrique. Pour son prix, avec l'absence du malus, il vous faudra débourser un total de 159 000 euros. Mais BMW n'arrive pas avec un seul modèle. Le constructeur bavarois dévoile la toute nouvelle version de la BMW série 8 avec un design très agressif ressemblant à une italienne, avec son capot allongé et son toit très étiré qui donne un aspect très dynamique à cette voiture. Ce capot justement n'est pas aussi long par hasard vu qu'il va accueillir un V12 de 6,6 litres. Malheureusement, presque pas d'informations techniques ont été dévoilées sur cette voiture. Il faudra donc un petit peu attendre, on en reparlera la prochaine fois. Pour continuer chez les Allemands, j'aimerais parler d'autre chose que les SUV. Volkswagen vient de sortir leur tout nouveau combi, évalué comme le plus puissant de tous les temps. Voici le Buzz GTX. Esthétiquement, il se présente comme un van assez classique. On a une calandre en losange et des feux en LED en forme de boomerang. Le véhicule est équipé de deux moteurs électriques, de quoi tracter 1800 kg pour aller à la mer en famille avec une caravane ou un bateau. C'est le véhicule parfait. Il développe une puissance maximum de 340 chevaux à son plus grand modèle. Inutile de vous développer le côté très spacieux du véhicule avec tout un tas de gadgets, c'est exactement ce qui est recherché dans ce genre de véhicule, forcément. Pour accéder à sa version la plus maigre, il lui faudra dépenser un total de 70 000 euros. Et pour sa version avec un châssis allongé et avec le plus de puissance, le prix sera fixé à 72 000 euros.
Alors que le McLaren est sorti un très gros modèle, un autre gros constructeur a su répondre quelques jours plus tard. Je parle bien sûr de Ferrari qui débarque avec la F80. La toute nouvelle hypercar est composée d'un V6 hybride biturbo qui est optimisé à la pointe de sa performance pour développer un total de 1200 chevaux, soit un peu moins que la W1. Le moteur va former 850 Nm de couple avec un 0 à 100 en 2,1 secondes et un 0 à 200 en 5,7, ce qui est plus rapide que la McLaren pour une vitesse de pointe de 350 km/h, soit équivalent à cette dernière. Au total, ça pèsera 1600 kg, ce qui n'est pas si mal franchement, mais supérieur à la W1 qui pèse 1400. Ce qui pose problème, c'est son prix. Quand on a un choix à faire et qu'on a une McLaren avec une performance à peu près équivalente qui coûte 1,3 million de moins, ce qui fait donc grimper le prix de la Ferrari à 3,6 millions d'euros. On va plus bien évidemment pencher pour la voiture britannique. Après, ça fait partie de la renommée de Ferrari, bien évidemment, à savoir que la F80 sera produite en 799 exemplaires, alors que la W1 sera produite seulement 99 fois. Désormais, on va s'attaquer au MotoGP. Mais avant ça, je vais faire un petit aparté pour parler du Moto3. Et au Moto3, certains vont déjà voir de quoi je parle. Donc, je vais bien évidemment parler de David Alonso, qui est devenu, en ce début de mois d'octobre, le tout premier champion colombien de l'histoire de toute catégorie moto. Actuellement, il réalise une saison écrasante avec 10 victoires au moment où il empoche son premier titre. Au moment où je vous parle, il en est à 12 avec un finish de fou en Thaïlande que je vous laisse observer. Là, c'est le destin qui est fait pour qu'il batte des records. Et justement, en parlant de records, il a battu le record de Valentino Rossi. Le pilote italien avait fixé un record à 10 victoires en Moto3. Ce jeune homme l'a tout simplement exterminé, alors que la saison n'est pas finie. Il reste encore 2 GP en catégorie moto. Allez, trêve de baradage, c'est parti en MotoGP. On est parti du coup pour le premier Grand Prix, là où David Alonso a décroché justement son titre au Japon. L'auteur de la pole position a été Pedro Acosta, la toute première de sa carrière, et en course sprint il a été impeccable jusqu'au moment où il va malheureusement chuter, de quoi être vraiment déçu pour lui. Il avait creusé une belle seconde d'avance et allait partir pour la victoire. Bagnaia derrière lui hérite de la première place et va s'imposer malgré une petite frayeur sur la fin de course avec Bastianini et Marquez qui revenait à toute vitesse. Le gap à la ligne d'arrivée fut vraiment serré avec moins de 3 dixièmes entre les 3 motos. De son côté, le rival de Bagnaia, Martin, lui, est largué à plus de 2 secondes derrière. Durant la course principale, le leader du championnat va devoir limiter la casse comme possible. Et durant cette course, Acosta partait bien, mais tombe une nouvelle fois. Ça facilite grandement la tâche de Bagnaia qui, sans surprise, va faire le doublé sprint et course. Derrière lui, Martin a clairement fait une superbe remontée et finit second avec Marquez qui complète le podium. En somme, le Japon fut un très bon week-end. Bagnaia aura repris beaucoup de points sur Martin au championnat. On aura vu les KTM à la bataille notamment. Ça m'a fait vraiment plaisir perso de voir vraiment Miller et Binder se battre aux avant-postes, même si la moto leur permettait pas de prendre de bonnes positions à cause de sa forte dégradation en pneumatique. Bienvenue sur le plus beau circuit moto du monde à Phillip Island, en Australie, où Zarco avait gagné l'année passée. Et cette année, ce GP n'a pas déçu. Martin part en pole et la transforme aisément en sprint devant Marc Marquez et Bastianini qui sont passés sur Bagnaia qui ne parvient pas à trouver le rythme. Derrière ça, on a eu un terrible accident entre Viñales et Bezzecchi. Ce dernier percute l'Aprilia de plein fouet avant de s'emporter tous deux en tonneau dans les graviers. Heureusement, rien de grave pour les deux pilotes, mais grosse frayeur qui nous rappelle à quel point le MotoGP est un sport dangereux. Et pour la course principale, oh là 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 là, quelle dinguerie. Déjà, on a eu Marquez qui a patiné le départ d'une manière assez bête en jetant un tir-off. Le tir-off est passé en dessous sa moto. Donc comme vous pouvez voir aux images, il a patiné énormément avec beaucoup de fumée, ce qui a créé un sacré bazar, ce qui l'a fait perdre beaucoup de positions au départ. Mais Marc Marquez va s'en poursuivre une remontée de folie de l'Espagnol qui va revenir sur le duel de tête qui sont Martin et Bagnaia sans surprise. L'image est folle, les 3 grands patrons de cette saison se livrent une bataille de folie. Marquez et Martin finissent par s'enfuir, les deux Espagnols se livrent une superbe bataille finalement remportée par Marquez qui va donc aller prendre une 4e victoire cette saison. La performance du sextuple champion du monde est absolument dingue.
Partons pour le dernier rendez-vous ce mois-ci en Thaïlande sur le Grand Prix. Les deux Ducati prennent les deux premières places sur la grille. Lors du départ de la sprint, Martin prend le meilleur départ, mais trop à l'intérieur, il va légèrement sortir de la piste, ce qui va lui faire perdre beaucoup de positions à lui, mais aussi à Bagnaia. Alors derrière, Bastianini et Marquez en profitent. Le leader du championnat va se mettre à remonter en passant ses deux rivaux. Il va alors finir second de la sprint derrière Bastianini et devant Bagnaia. Le lendemain, les pilotes vont disputer un Grand Prix sous la pluie. Martin prend un super départ. Quartararo également prend 9 places sur le départ, mais ces départs vont être ruinés par Morbidelli qui l'a mis dehors et qui s'est surtout mis à dos toute la communauté française. Aux avant-postes, Bagnaia met une très grande pression à Martin qui va finir par céder sa place par manque de rythme. Il va passer 3ème. S'ensuit une superbe bataille entre Marquez et Bagnaia jusqu'à ce que Marquez tombe, malheureusement offrant la P1 au double champion du monde. On a alors une place qui se libère pour le podium. Et là, l'instinct de champion de Pedro Acosta se réveille au même moment. Il va passer la KTM de Minder et va s'attaquer au coéquipier de ce dernier. Et la bataille est tout simplement folle. Pedro Acosta nous tente un dépassement par l'extérieur. Je rappelle quand même qu'on est sous la pluie. Voilà, le grip qu'il a trouvé est absolument fou, le freinage est absolument splendide. Mais ça ne s'arrête pas là pour cette bataille. Les deux prennent une réaccélération dans la ligne droite. Pedro Acosta regarde tout simplement son rival dans la ligne droite. Et ensuite, ça poursuit un superbe freinage de notre cher Miller qui reprend l'avantage sur Pedro Acosta. Mais le Portugais n'a pas dit son dernier mot et va répliquer une nouvelle fois pour passer devant et pour prendre ce podium. C'est la force de Pedro Acosta qui est absolument phénoménale. Au total, Martin aura repris 2 points à Bagnaia durant ce mois d'octobre qui avait pourtant très mal commencé de son côté. Information qui m'est parvenue il n'y a pas longtemps, qui est arrivée au moment vraiment où je tourne cet épisode, c'est le Grand Prix de Valence qui va malheureusement ne pas avoir lieu cette saison en raison des très grosses intempéries. Un Grand Prix va donc le remplacer, mais lequel, pour le coup, aucune idée, personne ne sait. On avait zéro communiqué sur des potentiels Grands Prix qui pourraient arriver. À voir. En tout cas, les informations seront sur mon Instagram et sur mon Discord, donc n'hésitez pas à venir me rejoindre. J'en profite d'ailleurs de cette petite page de pub, si le contenu que je produis actuellement vous plaît et si vous voulez continuer à avoir les actualités de l'automobile en une seule vidéo courte, concise sur ce qui se passe dans tout le monde de l'automobile, si vous voulez vous intéresser à de nouvelles catégories, c'est absolument l'endroit parfait, donc je peux que vous demander de vous abonner à la chaîne YouTube ou du moins de lâcher un petit like pour soutenir et pour pourquoi pas faire ressortir cette vidéo dans le feed YouTube et la donner à d'autres personnes. Bref, je vais pas vous embêter plus que ça et tout de suite on va passer à l'endurance. Ce mois-ci on n'avait pas eu de course en WEC, mais on a eu la dernière manche des européennes, le Mans Series à Portimao. En LMP2, c'est le numéro 37 de Cool Racing qui s'est imposé durant cette course. Le titre est revenu à la numéro 14 de AO by TF, sans grande surprise. On a tout aparté pour les blazes, pour le coup je m'y connais pas énormément, donc je l'ai dit en anglais, mon accent est sûrement éclaté, mais c'est pas grave. En LMP2 Pro, on a eu une bataille sur piste très intéressante pour le titre entre la numéro 83 de AF Corse et la numéro 29 de Richard Midi. La bataille était folle, mais au final c'est la AF Corse qui s'impose et qui va venir rafler le titre en prenant la 4ème place. Le vainqueur de la course est la numéro 77 de Proton Compétition. En LMP3, on a eu un gros retournement de situation. Euro International et Sundirage se livraient à une superbe bataille alors que le 3ème prétendant en titre était au-delà du top 5 pendant la moitié de la course. Mais grâce à une bonne stratégie et à un rythme très solide, la team RLR M Sport sont allés empocher le titre pour un petit point devant Euro International. Sinon, le vainqueur de la course en LMP3 est Cool Racing qui signe le doublé avec la catégorie LMP2. Enfin, on va parler de ma catégorie préférée parmi celles disponibles en endurance, les LMGT3. Le titre s'est joué dans le dernier virage, mais pas de la meilleure des manières. Je vais essayer de vous expliquer de la meilleure des manières, mais c'est pas simple. Les Iron Dames menaient la course devant les Iron Lynx et allaient remporter le titre en raison de contre-performance de leurs concurrents. Mais la Ferrari Kessel Racing, un peu comme la team RLRM Sport, était loin, mais ont réussi à remonter dans la seconde moitié de course et s'est retrouvé virtuellement champion du monde devant les Iron Dames et devant la Lamborghini Iron Lynx. Cette Lamborghini était justement plus proche de la Kessel Racing au classement avant le départ de la course. Alors, les Iron Dames vont laisser passer les Iron Lynx au dernier virage de la course pour offrir le titre à ces dernières. Je trouve ça absolument
horrible. C'est contraire à l'esprit sportif. De base, la LMGT3 sont ma catégorie préférée, mais pour le coup, là, ça m'a vraiment dégoûté. Waouh. Malheureusement, la justice ne peut pas toujours l'emporter et on voit bien que le sport automobile est dominé par l'argent une nouvelle fois. Pour finir sur une petite note positive en l'endurance, on va parler d'une nouvelle innovation qui va arriver en WEC. Pour rappel, pour repérer où étaient positionnés les leaders, on avait des leader lights. C'est un système de LED qui donnait donc la position avec une couleur selon la catégorie et qui donnait le top 3 de la course, avec 3 LED pour le troisième, 2 pour le second, 1 pour le premier. Ce système visait à donner un point repère aux spectateurs pour savoir qui ils observaient dans toute cette mêlée de voitures. Mais tout ça, c'est terminé. Maintenant, à l'arrière de la voiture, on va tout simplement avoir un panneau qui va donner la position en numéro. Aussi simple que ça, mais ça permet de moderniser le système et franchement c'est très cool. On s'embête beaucoup moins et on a beaucoup plus de voitures auxquelles on peut voir la position et on se limite pas uniquement au top 3. Ce mois-ci, on a eu quelques petites choses. Sur le rallye, tout d'abord, on a eu le rallye cross. Sur Horn, où en division 3, Paul Cogain s'impose et signe sa première victoire dans le championnat à domicile. Quant au championnat Supercar, celui qui nous intéresse le plus, c'est Juha Raikkonen qui s'impose devant Julien Febvre. On a eu aussi le rallycross de Dreux avec David Gini qui s'est imposé avec sa Skoda devant Andrea Dubourg. Steven Brossard d'ailleurs n'a fait qu'assurer son titre dans la catégorie Supercar. Quant au WRC, c'est l'avant-dernière manche qui s'est jouée en Europe centrale. Malheureusement, côté français, Sébastien Ogier s'est accidenté lui ôtant définitivement le titre des mains. Thierry Neuville, leader du championnat quant à lui, ne performe pas assez et termine 4ème. Le vainqueur est l'Estonien Tenak qui prend sa 2e victoire cette saison. 25 points séparent l'Estonien du Belge au classement. Il va falloir beaucoup de conditions pour gagner du côté du Balte, mais une chose est sûre, c'est qu'il croit au titre. Rendez-vous pour la dernière manche au Japon. Petit aparté pour parler du point du meilleur temps au tour qui va être retiré à partir de 2025. Personnellement, je trouve ça super dommage de le retirer. Vraiment, ça doit donner un petit plus dans le Grand Prix et ça a apporté un peu de vie à la course, même si c'est Ricardo qui le fait. Les options sont peut-être vues pour qu'il soit réadapté en points pour le poleman, mais franchement, c'est très dommage. Bon, en F1, en France, un grand chapitre se tourne. Dans ce mois d'octobre, le groupe Renault a annoncé qu'il se retire de la F1 à partir de l'année 2026. Une très grosse page de la F1 qui se tourne après quasiment 50 ans dans la catégorie, un changement qui a beaucoup d'impact. Tout d'abord, Alpine deviendra client. Apparemment, on peut croire à une collaboration avec Mercedes. Mais il y en a aussi une nette réduction de l'effectif des employés de Viry-Châtillon, là où sont fabriqués les moteurs. Pour ceux qui restent, ils vont être redirigés vers d'autres branches comme l'Enduros ou bien vers les futurs modèles de voitures alpines, comme les modèles hydrauliques ou la 390. On peut clairement dire que nos Français ont fait un pas en arrière en F1, beaucoup voient Alpine comme un échec et la voient être rachetée par d'autres groupes. Si on veut rester optimiste, on peut espérer que le moteur Mercedes les ramène vers les points. Ça reste tout de même une base fiable pour le coup, mais il va falloir redoubler d'efforts car d'un moteur à l'autre, tout change. Ça impactera carrément le châssis pour le coup et un moteur à l'autre est totalement différent dans sa structure. Alors qu'une grande entité est partie, une nouvelle arrive. Toyota fait son grand retour en F1 et devient partenaire technique de l'écurie As. Et ce partenariat peut être un vrai pas en avant pour As. Les deux entités vont échanger sur leur savoir-faire pour s'entraider et travailler ensemble. La jeune nuance, c'est que As est très jeune et Toyota sont très expérimentés, notamment avec le WEC. Et pour les Japonais, ça va être aussi un grand pas en avant quand on sait le nombre de technologies de la F1 qui sont réutilisées dans diverses disciplines. Pour plus de détails, As va se faire accompagner sur l'aérodynamisme principalement. En tout cas, si le partenariat fonctionne bien, on pourra avoir As au top niveau à long terme. Pour vous, où sera As en 2026 ? Trêve de bavardage et place à l'action. En Formule 1, du 18 au 20 octobre, s'est organisé à Austin un week-end de sprint. Max Verstappen a pris la pole position et va remporter la sprint du week-end. Sainz se fera P2 devant Norris avec un dépassement de l'Espagnol dans le dernier tour. La Red Bull fait très bonne impression avec de très bonnes améliorations apportées. Cependant, le dimanche, Verstappen ne va pas trouver la même performance. La piste a beaucoup changé durant le week-end et ça a désavantagé certaines monoplaces comme la Mercedes et la Red Bull. Quant à elle, Ferrari, qui semble déjà avoir une très bonne voiture, va prendre le lead au premier virage après que Max Verstappen et Lando Norris se soient sortis. Les deux voitures rouges se sont envolées et sont parties chercher le doublé, tandis que derrière,
on a une lutte pour le podium et le titre de champion du monde. Norris tente de dépasser Verstappen à plusieurs reprises sans succès, car Verstappen défend pour le moins très bien, jusqu'au tour 54 où Norris tente de dépasser à l'extérieur. Ce dernier le pousse en dehors de la piste, ce qui force Norris à aboutir sa manœuvre de dépassement hors des limites. La FIA lui infligera 5 secondes de pénalité pour avoir dépassé hors de la piste malgré qu'il était devant au point de freinage. Au total, Max Verstappen prendra 5 points sur le Britannique sur ce week-end de course. La F1 s'est rendue à Mexico. Carlos Sainz a signé la pole position devant Verstappen et Norris. On a eu un départ très mouvementé avec Verstappen qui prend le lead et un crash au fond de plateau entre Tsunoda et Albon. Alonso va également abandonner, ce qui a provoqué un triple DNF. Sainz reprend le lead à Verstappen et va tranquillement aller s'imposer sans trop de soucis. Derrière, Verstappen se bat avec Norris et le pousse à 2 reprises en dehors de la piste. La deuxième fois, c'était absolument terrifiant. On peut s'accorder pour dire qu'on a eu très peur devant notre télé. Ce que j'ai envie de dire, c'est que Max fait du max. Il a juste comme objectif de terrifier son adversaire et de garder les mains sur le titre quoi qu'il en coûte. Le néerlandais va donc écoper de 20 secondes de pénalité suite à ces 2 incidents, mérités pour le coup, j'ai envie de dire. Il reprend la monnaie de sa pièce du GP d'Austin. Norris va alors pouvoir prendre tranquillement son rythme et va finir devant Leclerc qui s'est fait une jolie frayeur. Une chose est sûre, c'est que les Tifosi n'avaient plus la culotte très propre après cet incident. Verstappen avec sa pénalité finit 6ème, ce qui lui fait perdre 10 points sur Norris. Au total, à seulement 4 Grands Prix de la fin, Norris a 47 points à rattraper. Ça va être très short, la fin de saison s'annonce palpitante, sachant que Verstappen prendra 5 secondes de pénalité sur la grille de la course principale du Grand Prix du Brésil. Et justement, nous allons parler de ce qui va se passer le mois prochain. En MotoGP, on va finir la tournée asiatique en Malaisie. Et du coup, on a le Grand Prix de Valence qui nous a quittés. En l'endurance, au moment où je fais le montage de cette vidéo, se passe la dernière course d'endurance à Bahreïn. Le titre se décide entre Porsche, Toyota et Ferrari. En rallye, nous allons voyager jusqu'au Japon pour la lutte finale entre Tenak et Neuville. Alors que pour finir en Formule 1, nous allons tout simplement poursuivre la tournée américaine avec le Grand Prix du Brésil qui se déroule au moment où cette vidéo est réalisée et le Grand Prix de Las Vegas en fin de mois. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous voulez me donner de la force et me pousser à améliorer mon contenu, abonnez-vous et lâchez votre meilleur like. Merci beaucoup pour ce qu'ils font, ça fait énormément plaisir. Je vous en suis très reconnaissant. Pour les actualités de l'automobile de novembre, on se retrouve le mois prochain. Allez, ciao ciao.